Alors bonjour, merci de nous accorder cette interview. Et pouvez-vous vous présenter et quel est votre parcours? Je m'appelle Nicolas Beder, j'ai fait une école d'ingénieur. Pour compléter mon parcours, j'ai fait un double diplôme avec l'université de Wageningen aux Pays-Bas en génétique animale. Et après, j'ai fait mon doctorat ici à AgroCampus Ouest. D'accord. Donc vous faites partie de l'UMR Pégase. Pouvez-vous la présenter en quelques mots, sa localisation, l'équipe, ainsi que la répartition du travail? Donc c'est une unité mixte entre l'agro et INRAE qui traite la physiologie, l'environnement, la génétique de l'animal et des systèmes d'élevage. On est répartis selon 7 équipes de recherche, une équipe support et une installation expérimentale de vaches laitières. Et donc le site principal se situe à Saint-Gilles, à l'ouest de Rennes. D'accord. Donc un de vos derniers travaux porte sur l'amélioration génétique de la résilience chez les poules pondeuses, qui est un de notre sujet. Pouvez-vous nous définir ce qu'est la résilience et aussi l'importance de celle-ci dans la transition agroécologique? Oui, alors pour situer simplement, déjà l'agroécologie, c'est changer de cadre conceptuel et c'est on passe, pour les généticiens, on passe d'une époque où on voulait maximiser les performances des animaux. Et donc pour ça, il fallait maîtriser l'environnement pour permettre l'expression maximale d'un potentiel génétique, donc souvent de production, mais pas que. Et l'agroécologie, c'est ne plus maîtriser cet environnement, en gros, hein. Et donc, c'est accepter le fait qu'il va falloir proposer une amélioration génétique des animaux dans un cadre qu'on ne maîtrise pas. Et donc, la résilience, ça fait partie des nouveaux caractères qui apparaissent, c'est la capacité des animaux à faire face aux fluctuations de leur environnement. Donc nous, ce qu'on cherche à améliorer là, c'est quelle est la part dans cette capacité qui est liée à la génétique et comment est-ce qu'on peut faire un programme d'amélioration génétique de la capacité des animaux à faire face aux fluctuations de l'environnement. Donc ces fluctuations, elles peuvent être... là, on a connu un été particulier, hein, donc ça peut être par exemple des canicules. D'accord. Donc cette idée, elle est venue par exemple sur des expériences de terrain, ou comment vous est venue l'idée de travailler sur un tel projet? Alors c'est venu d'un projet européen, donc en fait les motivations pour participer à ce projet-là pouvaient paraître un peu antagonistes. Donc c'est un projet notamment là sur les poules pondeuses où sont très appliqués les Pays-Bas et la France. Donc dans la philosophie de INRAE, on voulait participer à quelque chose justement dans le cadre de l'agroécologie. Donc il va y avoir des environnements qu'on ne maîtrise pas, par exemple pour les poules pondeuses, les systèmes plein air, il peut y avoir des coups de chaleur, il peut y avoir des virus, donc il va y avoir des perturbations sur les poules pondeuses et il va falloir qu'elles puissent y faire face. Donc là on était vraiment dans un état d'esprit agroécologie. Il y a aussi l'amélioration de la résilience, elle permet aussi indirectement d'améliorer la production en fait, c'est-à-dire que ça permet de maintenir les performances de production, quelles que soient les perturbations auxquelles les animaux vont faire face. Et là, ça intéresse plus largement d'autres pays, comme par exemple les Pays-Bas, qui ne sont pas encore très très sensibles aux questions d'agroécologie, mais plutôt sensibles aux questions de productivité. Donc voilà, on réussit à aborder cette question de la résilience sous plusieurs angles d'attaque, quoi. Et donc là, c'est un consortium européen qui a financé ce projet-là. D'accord. Donc vous travaillez peut-être beaucoup avec les Pays-Bas, oui. Mais comment ce projet a vu le jour avec des aides financières? Où sont les lieux principaux pour travailler sur ça? Comment l'équipe a été formée finalement? Alors aujourd'hui, la recherche, elle fonctionne par guichet. Ça peut être déplorable, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez répondre à des appels à projets qui sont fléchés avec déjà des thématiques pour pouvoir mener vos recherches et qui vont financer. Donc là, ça peut aller de financements régionaux à financements internationaux. Là, c'était le cas d'un projet européen. Ça veut dire quand même qu'il faut avoir une ligne directrice que vous souhaitez suivre, vous, en tant que chercheur. Par contre, derrière, il va falloir pouvoir donner un peu des coups de gouvernail pour pouvoir naviguer d'un projet à l'autre pour faire financer ce que vous cherchez. Donc là, par exemple, sur la résilience, on est parti avec des collègues, ça a été d'ailleurs porté par des collègues de Paris, d'INRAE, mais à Paris.
qui travaillait plutôt sur les capacités de santé et sur l'immunité générale. Et en fait, il voulait voir si on améliorait l'immunité générale, est-ce que ça se traduisait par une amélioration de la résilience. Et donc après, ben voilà, pour ça, ils ont contacté l'université de Wageningen pour monter un consortium européen. Mais ça peut être, selon les projets, avec des entreprises, avec des interprofessions, avec des instituts techniques, ça dépend vraiment des types de projets. Ok. Et donc, expérimentalement, est-ce que vous pouvez nous préciser, par exemple, quand on a lu vos articles, les races de poules, est-ce que vous avez vraiment travaillé sur des races de poules particulières, dans des fermes expérimentales peut-être Alors, quand on fait de la génétique, on a besoin de beaucoup d'effectifs. D'accord. Donc, on se parle de 500, facile 500 animaux par lignée. Et en plus, il faut qu'il y ait une structure particulière, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir sélectionner les familles qui ont des caractéristiques plus désirables que d'autres familles. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une structure dans la population qui fasse que vous avez plein de demi-sœurs ou plein de demi-frères et qu'on puisse distinguer ces groupes. Et donc ça implique qu'on puisse travailler sur ce type de population. Et dans ce cas-là, les données les mieux structurées, ça va être chez les sélectionneurs privés, chez qui on va trouver, parce qu'ils sélectionnent les familles qui les intéressent pour, par exemple, produire des œufs. Et donc, chez eux, on a déjà cette structure-là. Donc là, dans cet article-là, on est allé travailler avec un sélectionneur privé qui s'appelle Hendrix Genetics. Et dans cette entreprise-là, il y a plusieurs races. Et là, on a travaillé sur 2 races, donc les Rhode Island qui pondent des œufs bruns et les White Leghorn qui pondent des œufs blancs. Et dans chaque race, ils entretiennent plusieurs lignées et donc on a choisi une lignée par race. D'accord, très bien. Et après, les unités expérimentales, on peut faire aussi des choses. On a des travaux sur des unités expérimentales où on a des lignées qui sont sous sélection, mais sur des choses très particulières que les sélectionneurs ne regarderont pas. D'accord. Et donc, on a vu aussi que vous avez eu pas mal de données, et donc sur ça, vous avez fait des statistiques. Comment avez-vous travaillé sur ces statistiques, peut-être avec d'autres unités? Je ne sais pas. À qui avez-vous fait appel En fait, quand on fait de la génétique quantitative, on est un statisticien appliqué. D'accord. Donc, le traitement des jeux de données, ça fait partie de mon métier. Okay. Voilà, après, donc oui, ça fait appel à des techniques. Enfin, typiquement, c'est des jeux de données que vous n'ouvrez pas sur Excel, quoi. Donc, ça fait appel à des techniques plutôt bioinformatiques. Mais ça s'apprend. Enfin, à la base, moi, je suis ingénieur agro, donc. Donc, vous utilisez aussi, par exemple, des logiciels particuliers, peut-être, pour travailler sur tout ça? Oui, en fait, on a des logiciels dédiés à l'analyse génétique. Il y a des logiciels qui sont tellement gros il y a des données qui sont tellement grosses. Par exemple, un génome d'une poule, c'est 1 giga. Donc, dès que vous multipliez ça par le nombre de poules, ça devient ingérable. Donc là, par exemple, vous utilisez directement Linux, quoi. Vous travaillez dans un terminal et puis vous ouvrez vos fichiers avec des manipulations très basiques. Et puis sinon, c'est R et puis des logiciels particuliers dédiés à la génétique. Il y a Wombat, PubPef. D'accord. Et donc pour finir, donc on sait que le travail de chercheur ne se base pas uniquement sur des expériences, mais qu'il y a une grande partie qui repose sur la rédaction des rapports scientifiques. Comment ça se déroule? Et est-ce que vos recherches, elles ont eu un impact au sein de la communauté scientifique et pour la transition agroécologique justement? Alors ça, on espère, c'est difficile à quantifier. Oui, le métier de chercheur, il faut aimer lire et écrire. Hein. C'est la base quand même. Donc en termes de diffusion, maintenant, ce qu'on fait, on fait des communiqués de presse, et je pense que c'est ça que vous avez vu. L'idée étant justement de pouvoir vulgariser, donc c'est un exercice en plus de l'écriture d'un article scientifique, c'est permettre de vulgariser cet article pour toucher un maximum de personnes. Et là, on a eu la chance que cet article-là, enfin ce communiqué de presse ait bien fonctionné, puisque on est passé sur une matinale de grande écoute, on a fait l'objet d'articles dans quelques quotidiens qui sont de la presse assez vulgarisée, quoi. Donc je pense que ça a permis de toucher un grand nombre de personnes. Et notamment, j'ai été contacté par plusieurs entreprises de sélection privée qui souhaitent intégrer ça éventuellement, ou voir comment ça fonctionne sur la ligne.
D'accord. Bien, je vous remercie. Merci. Et puis bonne continuation. Merci.